Bien, chers amis, bonjour. Nous avons vu la dernière fois qu'il y a une véritable pédagogie de l'histoire. Les systèmes se suivent, se complètent. Il y a, si vous voulez, une sorte de dynamique d'évolution des systèmes. Et chaque système en soi forme un tout, avec ses propres structures, avec son régime politique, régime économique, régime social, et avec l'idéologie qui va réunir le tout, comme on l'a dit l'autre fois. Maintenant, si je prends le système dit keynésien, vous allez avoir donc d'abord une pensée keynésienne. Cette pensée keynésienne, on en a parlé l'autre fois, et il va y avoir évidemment du type masculin, il va y avoir une sorte de structure, de régime, d'idéologie, de concrétisation de cette pensée de type féminin, et c'est ce qui s'est passé durant les 50 dernières années entre la fin de la Seconde Guerre mondiale et véritablement le début des années 80. Pendant cette période-là, à peu près de 50 ans, il y a eu un certain nombre de phénomènes fondamentaux qui sont passés. D'abord, l'État est intervenu pleinement dans la vie économique, comme étant, si vous voulez, la tête de la nation. Il a essayé d'organiser par des interventions, par des nationalisations, par exemple les nationalisations en 1944 par le général de Gaulle. Il a aussi et surtout essayé d'édifier, vous voyez, un système, regardez, social, pour essayer de réduire les écarts entre les plus riches et les plus pauvres, de manière à financer, d'accord, la classe moyenne, afin qu'elle puisse, théorie keynésienne, augmenter sa consommation, qu'elle puisse avoir un revenu de consommation, ce qu'on appelle en termes un peu plus techniques le revenu disponible. Et cette capacité de consommation va entraîner donc l'économie de la demande, c'est-à-dire la production, et la production augmentant, les coûts vont baisser par un phénomène de, disons, augmentation de la productivité, et à partir de ce moment-là, pour ceux qui comprennent, ceux qui connaissent, il va y avoir une baisse des prix, une augmentation de la consommation, une augmentation du profit, et la croissance, si vous voulez, de la valeur ajoutée va repartir. Les industriels qui vont avoir cette envie d'innover, ce besoin d'investir, cette propension, comme on dit en économie, à l'investissement, vont prendre des risques. Et c'est ce qu'avait dit notre professeur Schumpeter dans les années 30 et au tout début des années 50. Alors ce qui est très important maintenant de comprendre, c'est qu'en 1980, si vous voulez, une crise va apparaître. Encore une fois, on a dit que la crise, vue du côté du projet créateur, vue du côté de la pédagogie de l'histoire, c'est pas une catastrophe. C'est un réveil, c'est un signal d'alerte. Et ce signal d'alerte, il est fondamental, parce qu'il permet tout simplement d'éviter l'écroulement. Il permet évidemment d'éviter, par le réveil, l'écartement trop grand, si vous voulez, des extrêmes, qui fait que les économies ne peuvent plus se compléter, ne peuvent plus se restructurer de l'intérieur, et elles s'effondrent. Alors, ce qui s'est passé en 1979-80, à la veille de l'arrivée comme j'ai dit l'autre fois, du thatcherisme et du reaganisme, avec Madame Thatcher en Angleterre et le président Reagan aux États-Unis d'Amérique, n'est-ce pas? Il va y avoir, si vous voulez, une sorte de remise en cause, parce qu'à cette époque-là, il y a eu une crise inflationniste très très forte dans les années 79, au temps du président Carter, et il y a eu aussi et surtout un chômage endémique qui se constituait au temps du président
Carter, un peu avant même, depuis les années 73, et cette existence et ce renforcement du chômage structurel, endémique, eh bien, va obliger, si vous voulez, les intervenants de la vie économique de revenir un peu pour éviter une crise de l'emploi, une crise de l'endettement, pour éviter cette crise de l'intervention de Dieu de l'économie, de l'État, de l'État dans la vie économique. Évidemment, cela va entraîner un retour en arrière, un retour à l'économie de l'offre, ce que nous avons dit l'autre fois, et évidemment, pédagogie de l'histoire, intervention de Dieu dans l'histoire. Il va y avoir une crise économique dans les années 79-80, avec l'arrivée au pouvoir, évidemment, pédagogie de l'histoire, volonté divine d'un président Reagan qui va, avec Madame Thatcher en Angleterre, qui va essayer de revenir à ce libéralisme, à cet ultralibéralisme. Je voudrais quand même ajouter un point très très intéressant. C'est qu'à ce moment-là, si je prends l'économie globale, l'économie occidentale de ce temps-là, il y a à peu près 30 à 35 ans, il y a eu, si vous voulez, une autre théorie, qui c'était une théorie dite mitterrandiste, une théorie encore keynésienne. Le président Mitterrand était considéré comme un keynésien au niveau économique. Il intervenait dans la vie économique pour pouvoir reconstituer, si vous voulez, le progrès social, pour pouvoir permettre la dynamisation de la solidarité sociale. Eh bien, le président, avec quelqu'un comme Jacques Delors ou d'autres personnages, n'est-ce pas, comme Pierre Bérégovoy, vont essayer de socialiser encore plus l'économie française en contrario, à l'économie libérale anglo-américaine, qui fait que l'union des contraires, regardez, les deux systèmes vont quelque part se télescoper. Vous avez le système dit keynésien, encore keynésien français, avec le président Mitterrand, qui voulait intervenir encore plus dans la vie économique, malgré le chômage, et surtout à cause du chômage, il voulait évidemment encore embaucher. C'est-à-dire qu'il croyait que il avait embauché, si je me rappelle bien, 50 000 fonctionnaires supplémentaires, et donc à partir de ce moment-là, alors que l'État était déjà très endetté, et ce qui était une véritable, si vous voulez, folie pour les économies anglo-saxonnes de cette époque-là, eh bien, le président Mitterrand allait en contrario, en porte-à-faux avec la théorie libérale et ultralibérale, et pour pouvoir, encore une fois, essayer de faire une contrepartie, un contre-système économique, un contre-système social, comme, si vous voulez, le jour et la nuit, comme l'homme et la femme, et ensemble, il va falloir ensemble essayer de construire le système de demain. Ça, c'est la pédagogie de l'histoire qui s'annonce aujourd'hui. Alors, ce qui est très intéressant de savoir, c'est que le système de M. Mitterrand, qui découle du keynésianisme, aujourd'hui, il est, disons, assez dépassé. Parce que, tout simplement, l'ultralibéralisme, on verra les prochaines fois, la globalisation économique, la globalisation financière, la restructuration d'Adam Marichon pour nous, c'est-à-dire cet homme universel, eh bien, va remettre en cause les schémas traditionnels, les schémas keynésiens de l'intervention de l'État et de l'intervention des agents économiques dans la vie économique, dans l'équilibre des marchés. Et d'un autre côté, nous allons voir, encore une fois, les fois prochaines, que cette libéralisation, on va le répéter aujourd'hui, parce qu'on l'avait déjà vu, on va le répéter, cette libéralisation des marchés, notamment la déréglementation qui est apparue véritablement d'une manière officielle dans les années 80, au début des années 80, avec la théorie de Reagan. Je l'avais déjà dit plusieurs fois, je le redis aujourd'hui, c'est très important, et que c'est-à-dire cette théorie de Reagan qui est fondée sur la baisse des dépenses budgétaires, sur la relance par l'offre. On revient aux thèses de Jean-Baptiste Say, et donc cela va amener, entre autres, à un écart absolument fabuleux, à des distorsions extrêmement dures, ce qui fait que
le marché va devenir, si vous voulez, j'allais dire l'être suprême, la référence suprême, va prendre un pouvoir exorbitant et va s'auto-contrôler lui-même, et il va, en s'auto-contrôlant, se décontrôler quelque part, et il va y avoir une augmentation absolument frénétique de l'endettement, ce qu'on appelle l'endettement souverain, de la dette souveraine. Pensez qu'aujourd'hui, les Américains, les États-Unis d'Amérique ont 19 000 milliards, 19 000 milliards, je l'ai déjà dit plusieurs fois pendant mes interventions, d'endettement global, 19 000 milliards, c'est-à-dire près de pratiquement 2 ans de production américaine. Et donc, si vous voulez, cette course en avant à l'endettement est absolument déstructurante. Donc, si vous voulez, c'est pour ça que Akadosh Baruch Hu, actuellement, est en train de dire « Taille, ça suffit, arrêtez ». Il va provoquer une crise très importante. Sans cette crise, eh bien, on va à la catastrophe. On va à la catastrophe. Alors, cette crise va être un véritable réveil. Quand, je ne sais pas, évidemment. Je ne suis pas prophète, mais elle arrive, on la voit. Tous les économistes sérieux la voient. Tous les sociologues sérieux pensent au risque d'une guerre économique et d'une guerre sociale. La guerre économique est déjà bien avancée. La guerre sociale, elle est en préparation. Ça fait peur. Alors maintenant, revenons juste un peu avant l'exagération, si vous voulez, des extrêmes. Encore une fois, nous sommes la Torah de Moshe Mistinai, la Torah de Moshe Mistinai, dit au peuple juif devenu hébreu, dit à l'humanité, attention, il faut réguler les écarts, il faut réguler les extrêmes, il faut absolument rapprocher les extrêmes l'une de l'autre, l'homme et la femme, le jour et la nuit, il faut les rapprocher, il ne faut pas séparer, il ne faut pas diviser. Il ne faut pas s'éloigner l'un de l'autre, il faut le rapprocher. Alors je répète, alors maintenant je suis à la page 22 de mon petit fascicule. Alors je répète, ça nous avons vu, mais je suis obligé de le répéter parce que c'est quelque chose de très très important pour comprendre la globalisation économique et la globalisation financière que nous allons étudier un peu, évidemment très très peu, en quelques secondes, les prochaines fois. Alors, les fondements théoriques de l'ultralibéralisme actuel, un léger aperçu, nous sommes à la page 22, sur les politiques économiques américaines et anglaises du début des années 80, comme ferment de l'économie monde. L'économie monde que nous avons vécue et que nous vivons aujourd'hui depuis maintenant à peu près une trentaine d'années, depuis les années 90, eh bien, c'est à peu près évidemment, cette économie monde, nous voyons aujourd'hui les limites incompressibles, parce que tout simplement, il n'y a pas de régulation des marchés, il n'y a pas de régulation des écarts, il n'y a pas de régulation des extrêmes. Donc, nous le verrons, les riches sont de plus en plus riches, les pauvres malheureusement de plus en plus pauvres, et la classe moyenne souffre et encore souffre, et cela d'une manière globale. Et d'une manière générale, quel que soit le régime. De retour, alors je reviens un peu à mon texte, de retour aux origines classiques, la politique du président Ronald Reagan, arrivé au pouvoir en janvier 1981, reposait très schématiquement, je cite, sur 3 points principaux. Le premier point, c'est le retour progressif, mais rapide, dans les 5 ans, disait-il, à l'équilibre budgétaire. L'équilibre budgétaire, c'est-à-dire qu'on va dépenser ce qu'on reçoit, pas plus. Et je répète ce qu'avait dit Keynes, pas beaucoup plus. On dépense peut-être en déficit, mais en déficit contrôlé. L'État, dit Keynes, doit répondre aux besoins de la collectivité, mais d'une manière contrôlée. Et donc, Jean-Baptiste, alors, au retour au président Reagan, qui lui se fonde sur les libéraux d'avant Keynes, n'est-ce pas, les pré-Keynésiens avant Keynes, comme par exemple Jean-Baptiste Say, eh bien, il dit que le déficit public, qui avait atteint un niveau record, je lis,
lors du mandat du président Jimmy Carter, les tensions entre le président de la Federal Reserve Bank et l'équipe du président ont accéléré un processus d'aggravation arrivé à son point culminant à la fin du mandat du président Carter, c'est-à-dire dans les années 80, début des années 80. Bon, juste un mot là, c'est très très important ce que je vais vous dire là. La Federal Reserve Bank, c'est-à-dire la banque centrale américaine, n'a rien à voir avec la Banque de France. La Banque centrale américaine, qui a été créée en 1913, c'est l'union des banques privées. Nous sommes aux États-Unis d'Amérique. Et donc, elle est indépendante, elle se veut être indépendante du pouvoir étatique. Elle peut dire non au président Reagan, elle peut dire non au président Obama. Et cette capacité, si vous voulez, des banques d'aller selon leur propre système, leur propre logique, est un élément central de la dynamique de croissance américaine, pour le bien comme pour le mal, évidemment. Pour le bien comme pour le mal, on en reparlera évidemment d'une manière assez approfondie. Pour cela, alors je répète, pour cela, l'État allait grever les budgets sociaux. Ce qui faisait mal à cette époque-là, c'est que les aides sociales se sont effondrées. Et il a l'État réganien, l'État de Mme Thatcher en Angleterre, eh bien, vont agir sur les budgets sociaux. Il va y avoir un phénomène de paupérisation, d'aggravation de la pauvreté dans tout le pays. Et surtout, ce qui est très très dangereux à l'époque, et même aujourd'hui, c'est cette volonté de créer un travail précaire. Je me rappelle que le président Reagan avait dit à tous les chefs d'entreprise, à l'époque, il y avait beaucoup de PME en Amérique, il disait que chaque chef d'entreprise prend son fils, sa fille, son neveu, sa nièce en travail, pour un travail précaire, et moi, l'État américain, je vais financer une partie de son salaire. C'est-à-dire qu'il va essayer de résoudre le problème du chômage par une intervention à la fois individuelle et collective du problème. Et cela a entraîné, malheureusement, au-delà de l'équilibre des marchés du travail, au-delà des équilibres des marchés sociaux, cela a entraîné, si vous voulez, une précarisation de l'emploi, c'est-à-dire véritablement que l'emploi ne devenait plus le moteur d'un destin professionnel, mais devenait tout simplement une source à court terme de revenus. Et donc, il va y avoir, comme je l'ai dit autrefois, une sorte d'émiettement du travail. Et malheureusement, cela va entraîner, ça c'est très très important, cela va entraîner de la part de la masse de la population active une sorte de sinistrose, une sorte de peur du lendemain. Parce que on sait ce qu'on a aujourd'hui, mais on ne sait pas ce qu'on aura demain. Et il faut quand même payer le loyer, payer toutes les charges, etc. On y reviendra, Bezrat Hashem. Le deuxième point, c'est que la déréglementation du prix et des marchés. Ça aussi, c'est un phénomène fondamental. Au temps de M. Reagan et de Mme Thatcher, les marchés ont été dérégulés. Ça veut dire quoi dérégulé? J'en ai parlé une première fois auparavant, il y a quelques mois, mais je répète, on dérégule les marchés lorsque on ne contrôle plus d'une manière autoritaire les prix. Il n'y a plus de taxation de prix. Le prix du billet d'avion peut, selon l'offre et la demande, monter à $1000 comme baisser à 100 ou même $80. Le même billet d'avion. En fonction de l'offre et la demande du marché. Alors il y a évidemment toutes sortes de manipulations qui fait que on va essayer, les offres vont essayer d'augmenter le profit. Parce que le but de tout cela, c'est l'augmentation du profit à court terme. Je répète, c'est l'augmentation du profit à court terme. Et nous savons, nous, que dans la Torah, cette augmentation du profit à court terme, elle doit être absolument contenue, régulée, limitée. Parce que si le profit augmente d'une manière non contrôlée, d'une manière éhontée, ce profit devient déstructurant. Ça veut dire, tout simplement, ça devient une sorte
d'éléments de déchéance. Et ça, c'est très, très, très dangereux. Parce que plus de profit, moins de profit. Et donc, le deuxième point très important, c'est la déréglementation des prix des marchés. Les marchés sont libres de s'auto-réglementer, de s'auto-alimenter. Et les lois de marché doivent être pleinement respectées. Mais seulement, le problème, c'est que ces lois de marché qui doivent être seulement respectées, eh bien, nécessitent malgré tout un contrôle. Un contrôle, notamment au niveau des écarts, des extrêmes. Il y a des lois. Et ces lois, c'est toute la Torah Kula, n'est-ce pas? C'est tout ce que nous avons reçu. Tu dois manger le Shabbat un très bon plat, mais tu ne vas pas prendre du vin pour te saouler. Tu prends du vin pour honorer le repas du Shabbat. Et donc, parce que si tu commences à te saouler, assour, c'est interdit. Et c'est ça le principe. Le principe, c'est le profit, pourquoi pas, mais un profit contrôlé. Parce que si le profit n'est plus contrôlé, je vais déborder sur le pouvoir d'achat de l'autre. Donc je vais devenir de plus en plus égoïste, de plus en plus individuel, et là, nous sommes carrément dans la descente aux enfers. Le troisième point, c'est le retour à la simplification des procédures administratives arrivées, il est vrai, à leur paroxysme lors du mandat du président antérieur. Ça aussi, c'était très intéressant, c'est qu'en fin de compte, la bureaucratie, les papiers, la paperasserie, si vous voulez, la bureaucratie devenait complètement étouffante. Tout était contrôlé. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on contrôlait les marchés et on s'autocontrôlait soi-même au niveau des systèmes, au niveau des collectivités, au niveau des rapports entre l'État et l'individu, entre l'État et le citoyen, entre l'État et les régions, à l'époque aux États-Unis, en Angleterre, et cela va entraîner un étouffement de la volonté d'investir, de la propension d'investir. Et donc le président Reagan et Madame Thatcher ont essayé de réguler cela. Alors je continue à lire, concernant le Royaume-Uni, la politique de désengagement de l'État va particulièrement prendre forme dans les privatisations, notamment dans les transports publics, chemins de fer, compagnies aériennes, entraînant dans un premier temps une vague de licenciements et la nécessité de développer en parallèle les initiatives privées, associatives, pour lutter contre une paupérisation accélérée d'une large partie des classes laborieuses. Madame Thatcher était, on l'appelait, n'est-ce pas, la dame de fer. Elle a résisté aux trade unions. Elle a résisté aux syndicats anglais. Les syndicats anglais sont par définition, par essence, depuis toujours très durs. Très très durs. Je me rappelle une grève des dockers en 1994 qui avait, en Angleterre, qui avait complètement bouleversé le commerce international entre l'Angleterre et le reste du monde. Donc elle a cassé, elle a essayé de casser véritablement les rênes du pouvoir des syndicats. Et quand je dis 94, c'était aussi en 74. En 1974, il y a eu aussi une grève très très dure des dockers à Londres, et notamment des transports, qui ont perturbé les échanges. Et elle a résisté. Elle a résisté dans les années 80, 81, 82, 83, à cette solidarité syndicale. Elle a cassé le processus de progression sociale. Et pour le bien et pour le pire. Je ne dis pas que c'est bien, bien entendu. J'essaie d'observer, c'est tout. En écho à cette véritable révolution en matière de politique macroéconomique, les privatisations françaises, sous la houlette d'un gouvernement de cohabitation et sous la responsabilité d'un président socialiste, vont s'accélérer et s'accompagner d'une volonté de déréglementation progressive des marchés des prix, phénomène de mondialisation oblige. Alors ça, c'est très intéressant. Le président Mitterrand était profondément keynésien et vu la réalité économique qui était contraire à l'idéologie keynésienne, il a été obligé de
disons, lâché du lest. Il a été obligé de reculer et de développer, notamment par un gouvernement d'union nationale dans les années 1986, avec Jacques Chirac comme Premier ministre, il a été obligé de privatiser et de déréglementer les marchés. Mondialisation oblige, si vous voulez. Nous sommes presque à la veille des années 90, où la mondialisation va atteindre un niveau jamais vu dans l'ère moderne. Le milieu des années 80, année où l'on parlait, où l'on qualifiait l'argent de facile, c'était les années d'argent facile, entre parenthèses, le milieu des années 80 va être le théâtre d'une politique d'ouverture tous azimuts, notamment dans le domaine financier, aboutissant à une dynamique de la monopolisation des principaux marchés porteurs par des firmes multinationales devenues mondialistes. Il y a eu là quelque chose d'absolument redoutable, le transfert du pouvoir de l'État aux firmes internationales qui vont devenir de plus en plus gigantesques, de plus en plus incontrôlables, de plus en plus manipulatrices. Et ces firmes multinationales qui vont devenir mondialistes, on en parlera les prochaines fois, si Dieu veut, Bezrat Hashem, eh bien, vont perturber complètement et fausser les équilibres des marchés par toutes sortes de concurrence déloyale, de tendance au monopole, à la monopolisation, et si bien qu'aujourd'hui on arrive à des extrêmes absolument insupportables. 100 firmes multinationales, mondialistes, produisent, je vous l'ai déjà dit, près de 70% de tout ce qui se produit dans le monde, en fait, par rachat, recoupement, sur les marchés financiers, etc. La dynamique profonde du projet directeur, ironie de l'histoire, allait mettre fin progressivement à un interventionnisme étatique, État-providence, exacerbé, arrivé partout dans les pays développés à l'économie de marché, à ses limites les plus extrêmes. Bon, c'est ce qu'on a dit. On continue un peu dans les paragraphes. Nous sommes à la page 23, en haut de la page. La méta-histoire rejoignait le vécu des nations en insufflant un sens commun, un mouvement devenu depuis total, global et irréversible, en dynamisant la Constitution à un moment précis de l'histoire de l'homme, de l'histoire universelle. Regardez comment Akadosh Baruch Hu agit dans l'histoire, à l'heure des nouvelles technologies de communication, d'une économie monde, d'un corps monde, qu'il importe brièvement d'en dresser les principales caractéristiques. Alors, évidemment, nous en parlerons la prochaine fois lorsqu'on parlera de ce thème, mais je répète, c'est évident que Akadosh Baruch Hu est partout. Tout est volonté unique. C'est sa volonté qui prédomine toutes les autres volontés. Et il est évident donc que si nous avons une augmentation tous azimuts des innovations de high-tech, des innovations en matière de communication, c'est parce que nous rentrons dans cette économie monde. Et cette économie monde qui est dominée aujourd'hui par les firmes mondialistes, au détriment souvent des États-nations, et même des collectivités, notamment des classes moyennes, eh bien cela va entraîner, on le verra, une sorte de globalisation financière, de globalisation de la production qui devient de plus en plus incontrôlable. Bon, nous verrons tout ça, Bezrat Hashem. Je vous embrasse très fort, que Dieu vous protège, au revoir.